Dans une banlieue paisible du Texas, Rose et Jim Wilson, un couple de retraités, savouraient la quiétude de leur quotidien. Mais un matin apparemment ordinaire bouleversa leur existence d'une façon qu'ils n'auraient jamais imaginée. Tandis que Rose sirotait son café face à la fenêtre de la cuisine, elle aperçut un mouvement inhabituel sur leur mobilier de jardin. Des chatons tachetés, à l'équilibre incertain, bondissaient entre les coussins, se pourchassant avec une insouciance réjouissante. Pourtant, ces petites félins n'avaient rien de domestique. « Jim !» appela-t-elle, l'urgence dans la voix. « Viens voir ça. » Jim, ancien employé des postes aux mains marquées par la terre texane, accourut et rejoignit sa femme au seuil de la baie vitrée. Là, ils découvrirent deux chatons ébouriffés aux oreilles touffues et au pelage tacheté de soleil. « Ce sont, » commença Jim, sans terminer. « Des lynx roux, » murmura Rose, posant instinctivement la main sur son bras. « Des bébés lynx. » Penny et Duke, leurs deux petites Yorkshire, aboyaient à plein poumon derrière la porte, déchaînés par la présence des intrus. Mais les chatons, insouciants, continuaient leur jeu. Alors que Jim s'apprêtait à ouvrir la porte, Rose l'arrêta net. « Attends, où est leur mère? » La réponse vint sous la forme d'une silhouette tapie sous le chêne majestueuse au fond du jardin. Une femelle lynx adulte, immobile, les yeux ambres fixés sur la maison. Déployant une grâce sauvage et puissante, elle veillait. « Mon Dieu !» souffla Jim. « Elle est superbe. » Son pelage, mélange de brun et de gris marqué de taches distinctives, semblait être une œuvre d'art naturelle. Sa présence était un mélange troublant de beauté et de danger. Une véritable reine féline, souveraine d'un territoire nouvellement conquis. « Il faut appeler quelqu'un, » dit Rose en saisissant son téléphone. « Le contrôle animalier, peut-être. » La première réponse vint du poste de police d'Allen. Une opératrice nommée Brenda les écouta avec attention. « Madame, à moins que les animaux ne montrent des signes d'agressivité ou de maladie, nous ne pouvons pas intervenir. Les lynx roux font partie de la faune locale. Essayez les services de la faune du Texas. » Le département de la faune leur fournit une réponse plus informée. Jake Morrison, un agent expérimenté, expliqua. « Ce genre de situation devient fréquent. Avec l'urbanisation, la faune s'adapte. Cette mère a sans doute trouvé votre jardin pendant les fortes pluies du mois dernier. Elle cherchait un abri sûr pour mettre bas. » Jim intervint, inquiet. « Nous avons des chiens, de petits chiens. Gardez-les à l'intérieur ou surveillez dehors. Les lynx évitent les conflits avec les humains et les animaux domestiques, mais une mère avec ses petits peut être imprévisible. Elles peuvent se montrer soudainement agressives si elles estiment que leur portée est menacée. » Les jours suivants, une coexistence prudente s'installa. Les Wilson tenaient leurs chiens à l'intérieur, observant la petite famille sauvage depuis leurs fenêtres comme s'ils suivaient un documentaire en direct. Ils notaient leurs observations, curieux de chaque comportement. Puis, la première surprise survint. Ce fut Rose qui la remarqua. Tandis qu'elle observait les deux petits, un troisième chaton apparut près de l'abri de jardin, puis un quatrième et un cinquième. « Jim !» cria-t-elle. « Il y en a d'autres !» 5 bébés lynx jouaient à présent sur leur pelouse, chassant des papillons, roulant dans l'herbe. La mère s'étira sous le chêne, s'approcha de la maison jusqu'à une vingtaine de pas, puis s'arrêta et les regarda fixement, évaluant les lieux. « Je crois qu'elle nous les présente, » murmura Rose, un sourire ému aux lèvres. Les Wilson finirent par modifier leur routine. Jim déplaça ses activités de jardinage sur le devant de la maison. Rose installa une chaise près de la fenêtre pour tricoter tout en observant les jeux des petits. Ils commencèrent de même un journal. Celui avec la tache supplémentaire sur l'oreille gauche a attrapé une sauterelle aujourd'hui. Le plus petit, que j'appelle Minnie, a tenté de grimper au nourrisseur à oiseaux, mais a glissé 3 fois avant d'abandonner. Mais avec la tendresse vinrent les défis. Les instincts de chasse se développant, des animaux morts commencèrent à apparaître sur le patio. Souris, campagnols, un jeune lapin. Les odeurs étaient épouvantables. « Ça devient ingérable !» dit un matin Jim en se pinçant le nez. « On ne peut même plus profiter de notre terrasse. » Rose hocha la tête, déchirée entre la déconvenue et la compassion. Elle comprenait que ces scènes de chasse étaient aussi naturelles que nécessaires. Une transmission vitale. Ils apprennent. C'est ce que leur mère leur enseigne. On ne peut pas leur en vouloir pour ça. Mais ce n'était qu'un prélude. Le vrai choc n'allait pas tarder.
Le vrai choc survint 2 semaines plus tard. Ce jour-là, Jim devait relever le compteur d'eau situé près de la clôture du fond. Depuis plusieurs jours, il évitait le jardin, préférant laisser toute la place aux lynx. Mais ce matin-là, il prit son courage à 2 mains. Il sortit lentement, frappant ses bottes sur les dalles pour signaler sa présence. La mère lynx le fixait, installé sous le chêne comme à son habitude, mais ne bougea pas. Lorsqu'il atteignait le compteur, un grondement rauque le fit frissonner. Il s'arrêta net. Lentement, il tourna la tête. À moins de 10 mètres de lui, partiellement dissimulé derrière l'abri de jardin, se trouvait un deuxième lynx adulte. Celui-ci était plus massif, son oreille gauche marquée d'une vieille cicatrice. Rose, appela-t-il doucement, appelle Jake Morrison, tout de suite. Jim recula lentement vers la maison, sans quitter des yeux le nouveau venu. Le fauve ne bougea pas, mais son regard le transperçait. Arrivé à l'intérieur, il tremblait. Moins d'1 heure plus tard, Jake était là, des jumelles autour du cou et un carnet dans la poche. Depuis la baie vitrée, il observa longuement. « Probablement le père, dit-il enfin. Les mâles n'ont pas pour habitude de rester après l'accouplement. Mais en zone urbaine, avec une abondance de proies, certains modifient leur comportement. Il devait venir la nuit, et c'est la première fois que vous le voyez en plein jour. » Rose serra la main de Jim. « Est-ce dangereux? On est piégé chez nous. » Jake réfléchit avant de répondre. « Les lynx sont naturellement méfiants envers les humains. Le fait qu'ils se montrent signifie qu'ils ne vous perçoivent pas comme une menace. C'est plutôt bon signe, même si je comprends vos inquiétudes. » Il exposait les options. Une relocalisation était possible, mais risquée. Les lynx sont très territoriaux. Déplacer une mère et ses petits peut entraîner des conflits et même la mort. Le stress de la capture est aussi un danger réel. « Que pouvons-nous faire alors? » demanda Jim. « Les pousser à partir d'eux-mêmes, supprimer toutes les sources de nourriture, graines pour oiseaux, déchets accessibles, pointes d'eau, installer des lumières à détection de mouvement, utiliser des diffuseurs de son ou de voix humaines. Des odeurs fortes comme l'ammoniac peuvent aussi fonctionner. » Rose et Jim se regardèrent. Chasser ces hôtes sauvages leur était plus douloureux qu'ils ne l'avaient prévu. Combien de temps avant que les petits soient indépendants? Environ 6 à 8 mois, parfois plus. Mais avec autant de nourriture, ils pourraient partir plus tôt. Après le départ de Jake, les Wilson réfléchirent longuement. Dans la lumière dorée du soir, ils observaient les chatons jouer autour du chêne, insouciants. La mère les surveillait, l'air calme. « Tu te souviens quand les enfants sont partis pour l'université? » dit Rose doucement. Le silence dans la maison. Jim acquiesça. « Tu veux qu'ils restent, n'est-ce pas? Je veux qu'on trouve une façon de cohabiter. » Ils nous ont choisis, Jim. Sur tous les jardins d'Allen, elle a choisi le nôtre. Ils firent des compromis. Les mangeoires furent déplacés devant la maison. Des capteurs de mouvement furent installés aux endroits peu fréquentés. Mais le cœur du jardin, autour du chêne et de l'abri, resta intact. Rose buvait son café près de la fenêtre chaque matin. Jim jardinait désormais à horaires bien choisis. Les chiens apprirent à sortir sous surveillance dans le petit côté latéral. Leur journal devint plus détaillé. Ils apprenaient à reconnaître chaque petit non seulement par ses marques, mais par sa personnalité. Il y avait l'aventurier, toujours le premier à explorer. Grimper, obsédé par les branches les plus hautes. Bondisseur, maladroit mais déterminé. L'observateur, discret et réfléchi. Et Minnie, la plus petite, courageuse et vive. Jim, le plus réticent au départ, s'impliqua à son tour. Il installa une caméra de chasse près du chêne. La nuit, il découvrait un monde secret. Les leçons de chasse, les visites du père qui laissait parfois une proie. Les jeux effrénés dans l'ombre. « Regarde ça, disait Jim fasciné. Elle leur montre comment s'accroupir, comment bondir. Le printemps devint été. Les chatons changèrent. Leur démarche s'affirma. Leurs tâches s'estompèrent. Ils étaient devenus de jeunes chasseurs. Et puis, un matin, Jim entra dans l'abri de jardin pour vérifier des pièges à rats. Il s'était battu contre cette infestation depuis des semaines. Mais ce jour-là, rien. Plus de rats. Pas de traces, pas de dégâts, juste le calme. « Ils peinent leur loyer, dit-il à Rose avec un sourire en coin. Puis vint la tempête de juillet. Un orage violent déchira le ciel d'Allen, avec des pluies diluviennes. Depuis leur salon,
les Wilson virent de la mer regrouper ces petits sous-labris de jardin. Tous, sauf un. C'est Rose qui aperçut Minnie, trempée, recroquevillée contre la clôture, incapable d'avancer. « Il faut l'aider, dit-elle, déjà en route vers la porte. »« Rose, attends !» s'écria Jim. « La mer va !» Mais la mer bondit avant eux. D'un saut majestueux, elle rejoignit Minnie. Mais elle ne la porta pas. Elle la poussa du museau, l'encourageant. Minnie tenta, glissa, l'eau trop profonde. Alors, chose incroyable, la mère se tourna vers la maison. Son regard chercha celui des Wilson. Une demande muette. Jim ouvrit la porte. Muni d'un parapluie, il s'engagea lentement sous la pluie, créant un passage en posant le parapluie comme un pont sur la flaque. Minnie, encouragée, le franchit. Sur la terre ferme, sa mère la saisit par la peau du cou et l'entraîna sous l'abri. Jim rentra trempé. Rose l'enveloppa d'une serviette, les yeux écarquillés. « Elle t'a fait confiance, » murmura-t-elle. « Elle t'a vraiment fait confiance. » Et quelque chose changea à cet instant. Dès le lendemain de la tempête, quelque chose avait changé. La mère lynx ne fuyait plus lorsque Rose et Jim sortaient sur la terrasse. Elle levait simplement la tête, les observait un instant, puis se détournait calmement. Les chatons, eux, continuaient à jouer, parfois à quelques mètres de la maison. Cette confiance fragile, tissée au fil des semaines et consolidée par l'épisode de la pluie, s'était métamorphosée en véritable lien silencieux. L'été battait son plein et le jardin était devenu un sanctuaire sauvage. Le chêne offrait de l'ombre, les hautes herbes un terrain d'aventure, et l'ancien abri de jardin un refuge secret. Rose notait chaque détail dans son journal, allant jusqu'à dessiner les empreintes, les postures, les attitudes. Jim, quant à lui, enrichissait sa collection de vidéos, capturant les premières véritables parties de chasse. Les petits grandissaient vite. Leurs tâches s'estompaient, leurs mouvements gagnaient en précision. Bondisseurs devinrent redoutables à la poursuite des mulots. Grimpeurs accédaient aux branches les plus hautes avec une facilité déconcertante. Aventuriers disparaissaient parfois pendant des heures pour revenir trempés ou couverts de feuilles. Minnie, toujours la plus petite, gagnait dans RDS. Elle n'était plus la dernière à tenter quelque chose, mais la première à défendre ses prises. Fin août, une visite surprise bouleversa à nouveau le quotidien des Wilson. Jake Morrison vint inspecter la situation. Il resta longuement sur la terrasse, silencieux, admirant la scène improbable qui s'étendait devant lui. « C'est remarquable, » murmura-t-il. « Je n'ai jamais vu une telle cohabitation. Ils se sont habitués à vous. » Il prit des photos. Rose tricotant, deux jeunes lynx allongés à l'ombre du chêne, Jim nourrissant les oiseaux à l'avant de la maison. Il leur expliqua que bientôt, les petits prendraient leur indépendance. « Ils vont partir, » dit-il doucement. Rose hocha la tête sans cacher sa tristesse. « Je sais, mais je veux qu'ils partent fort, prêts et en sécurité. » Jake leur confia que le départ se faisait rarement en une seule fois. Chaque jeune prenait sa décision, poussé par ses instincts. Le père, lui, n'était plus revenu depuis plusieurs semaines. Le journal de Rose se remplissait d'adieux invisibles. « Aventurier est parti ce matin. Il n'était pas là à l'aube. J'espère qu'il va bien. » Une semaine plus tard, Grimper disparut à son tour. Il ne revint pas après une exploration prolongée. Le mois d'octobre s'écoula avec Watcher et Minnie toujours présents, inséparables. La mer semblait plus sereine, moins sur la défensive. Jim réparait la clôture, tandis que Rose lisait près de la fenêtre. Le quotidien reprenait peu à peu sa forme ancienne, mais quelque chose de plus profond avait changé. Leur regard sur la nature, leur compréhension du partage. Puis, un matin de novembre, Rose se leva avant le lever du soleil. En ouvrant les rideaux, elle sentit aussitôt une différence. Le jardin était calme, les feuillages ne frémissaient pas. Sous le chêne, la mère était assise, droite, ses deux derniers petits à ses côtés. Aucun ne bougeait. Elle appela Jim. Ensemble, ils restèrent figés, observant cette posture inhabituelle. Les lynx restèrent ainsi de longues minutes, silencieux. Puis, sans hâte, la mère se leva, suivie par Watcher et Minnie. Arrivée à la clôture, elle s'arrêta, se retourna et fixa la maison. Son regard rencontra celui de Rose, un dernier instant suspendu. Puis elle disparut dans les bois, les deux jeunes sur ses talons. Le jardin parut soudain immense et vide, le chêne semblait plus silencieux que jamais. Rose rangea le journal, Jim démonta la caméra. Penny et Duke reprirent possession des lieux,
mais eux aussi évitaient l'ombre du grand arbre. La saison tournait, les feuilles tombaient, la maison semblait plus calme, mais à l'intérieur, un monde invisible à jamais inscrit vivait encore dans leurs souvenirs. Et puis, un matin, Jim s'arrêta net en ouvrant la porte. Sur le paillasson, une plume grise, délicatement posée. 3 jours plus tard, une autre, toujours sur le même paillasson, toujours seul. Le vent, dit-il, ou peut-être... Il ne termina pas, car au fond de lui, il savait. Un soir, alors que le crépuscule tombait, Rose s'immobilisa, la main sur le bras de Jim. « Regarde !» Près de la clôture, une silhouette se détacha. Petite, fine, une tache supplémentaire sur l'oreille gauche, Minnie. Elle resta un instant, observant la maison, puis disparut de nouveau dans l'obscurité. « Elle a survécu, » murmura Jim, la gorge nouée. « Notre petite Minnie a survécu. » Et ce ne fut pas la seule visite. Parfois, Watcher apparaissait à son tour, toujours furtif, jamais trop proche, mais toujours là, comme pour dire « Nous n'avons pas oublié ». Ce lien, Jake le qualifia plus tard d'exceptionnel. Ce que vous avez vécu, ce que ces animaux ont accepté de partager avec vous, c'est tout simplement unique. Et dans la banlieue tranquille d'Allen, où les pelouses taillées côtoyaient l'instinct ancestral, cette histoire avait laissé une empreinte durable. L'hiver s'installa lentement sur Allen. Les matinées devenaient plus froides, la lumière plus douce. Pour Rose et Jim, la maison retrouvait une routine familière, mais rien n'était plus vraiment comme avant. Les empreintes laissées dans le givre sur la terrasse étaient maintenant les seules preuves de leurs visiteurs nocturnes. Les Wilson avaient repris possession de leur jardin, mais avec un profond respect pour l'espace qu'ils avaient un temps partagé. Ils laissèrent volontairement intact le coin sous le chêne, comme une zone sacrée. Ni outils, ni mobilier. Rien n'y entra plus. Certains matins, ils y découvraient des traces fraîches, parfois une touffe de poils, ou une plume soigneusement déposée sur le paillasson. Des signes discrets, presque rituels. Rose y voyait une forme de reconnaissance. Elle commença même à prendre des photos de ces offrandes insolites, les compilant dans un album sobrement intitulé « Nos voisins sauvages ». Le journal de Rose, qui avait commencé comme un carnet d'observation, s'était transformé en mémoire vive. Elle y relatait les moindres apparitions, rêves compris, comme celui où Minnie venait s'allonger au pied de son fauteuil. Jim, de son côté, classait les vidéos, notait les dates, conservait les meilleures sur une clé USB qu'il avait appelée Wild Family. Ensemble, ils avaient même envisagé d'en faire un petit documentaire amateur, juste pour eux, pour ne rien oublier. Un après-midi de décembre, alors que la lumière rasante dorait les feuilles mortes, ils reçurent une lettre du département de la faune. Jake Morrison leur écrivait personnellement pour les remercier de leur patience, de leur ouverture et de leur engagement. Il ajoutait que plusieurs naturalistes souhaitaient inclure leur expérience dans un rapport scientifique sur la cohabitation urbaine avec la faune sauvage. Une conférence était même prévue au printemps prochain et ils y étaient invités. Des journalistes locaux prirent contact, curieux de ce cas unique. Jim lut la lettre à voix haute, un sourire discret aux lèvres. « Tu réalises? On va apparaître dans une étude. Toi, moi et notre bande de lynx. » Rose rit doucement. Et dire qu'on pensait juste avoir des chats un peu exotiques sur les coussins. Le temps passa. Le silence de l'hiver remplaça les cris des chatons. Pourtant, dans le moindre bruissement de feuilles, chaque craquement de branches, il s'attendait toujours à les revoir. Et parfois, c'était le cas. Une nuit, en janvier, un hurlement félin perça le silence. Jim sortit sur la terrasse et mitouflé. À la lisière du jardin, une silhouette familière était là, figée sous la lune. Minnie. Elle ne s'approcha pas. Elle observait simplement. Puis elle s'éclipsa comme un souffle de vent. Mais sa présence suffisait. Elle était en vie et elle se souvenait. Cette visite marqua un tournant. Désormais, il guettait ses apparitions avec l'espoir discret de ne jamais être tout à fait seul. Les mois passèrent. Le printemps revint. Les oiseaux firent leur retour, les fleurs éclorent. Penny et Duke profitaient du jardin. Mais jamais ils ne s'aventuraient sous le chêne. Ce territoire semblait conserver une aura spéciale, presque sacrée. Un matin d'avril, Jim retrouva, posé sur la marche, une proie intacte. Un petit mulot, l'air endormi. Une offrande? Un message? Peut-être simplement un geste instinctif, mais pour eux,
Cela voulait dire quelque chose. Je crois qu'on continue à partager cet endroit, dit-il. Rose acquiesça. Pour eux, le jardin était devenu un pont entre deux mondes, celui des humains et celui des créatures libres. Ils n'étaient plus seuls. Leur vie était enrichie d'une présence invisible, sauvage mais bienveillante. Ce lien, si fragile et pourtant si réel, les avait transformés, avait donc créé en eux une compréhension nouvelle du monde qui les entoure. Un matin de mai, alors que Rose arrosait ses plantes, elle leva les yeux et aperçut au loin, derrière la clôture, une nouvelle silhouette. Plus petite, au pelage encore clair. Un jeune lynx. Il tenait maladroitement sur ses pattes, mais ses oreilles étaient déjà bien dressées, et derrière lui, brièvement visible, Minnie. Rose se figea, une nouvelle génération. Obal n'en parla pas tout de suite à Jim. Mais ce soir-là, en sirotant son thé sur la terrasse, elle lui dit simplement « Il se pourrait qu'on ait d'autres coussins occupés. Bientôt. » Jim ne répondit pas. Il se contenta de sourire, les yeux brillants, fixés vers l'ombre du grand chêne. Et dans cette lumière tombante, où les souvenirs se mêlent aux espérances, ils comprirent que la nature ne partait jamais tout à fait. Elle revenait, différente, discrète, mais toujours prête à tisser un nouveau lien. Et c'est ainsi que, dans un coin tranquille du Texas, deux retraités et une famille de lynx avaient réinventé l'idée de voisinage. Pas par des mots, mais par des regards, des gestes simples et un respect mutuel, durable comme la mémoire d'un fauve. Leur histoire, à présent, appartenait à la terre, au vent et à ceux qui écoutent encore les silences du monde sauvage. Elle continuait, quelque part entre l'ombre des arbres et les battements du cœur de ceux qui savent attendre.